Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Dès 1603, Samuel de Champlain mentionne la rivière Sainte-Marguerite dans ses annales de voyage sur la Côte-Nord. Une imposante rivière nommée Chimanipichtuk par les Inuits et qui devint, au fil des siècles, le moteur d'un développement hydroélectrique et forestier de grande ampleur. En 1864, les époux Adolphe Thériault et Justine Poitras de Québec adoptent un lopin de terre à son embouchure pour y fonder famille et village. C'est ainsi que ce hameau de pêcheurs et de chasseurs audacieux et intrépides vint au monde. Dès 1905, que le moulin à scie et le barrage hydroélectrique du village voisin, Clark City, sur la rive opposée de la rivière, amènent d'autres pionniers à s'y installer. Bûcheurs, draveurs, pêcheurs, épiciers, postiers, enseignants, religieux, tous se prêtent main forte à l'occasion pour garnir l'armoire à provisions des uns et des autres. Car souvent, la survie est tributaire de la pêche, de la chasse et du piégeage. La vie y est rude, mais libre. La construction de la route reliant le hameau au reste de la région et l'électrification du village dans les années 1950 ont modifié considérablement le quotidien des habitants. Deux événements tragiques ont cependant marqué l'histoire de ce bout de pays. Le feu de 1955, qui détruisit la première église et plusieurs maisons, et l'érosion des berges par les eaux du fleuve, qui obligèrent plusieurs villageois à relocaliser leur demeure dans les années 60. En 1972, le village est rebaptisé Galix, soulignant ainsi l'apport du père eudiste belge Joseph Galix, qui fut missionnaire sur la Côte-Nord à cette époque. Aujourd'hui fusionné à la ville de Sept-Îles, le secteur Galix demeure pour les descendants des pionniers le village Sainte-Marguerite de Galix. Ils y tiennent. 6 de ces derniers qui y sont nés ou ont adopté ce coin de pays au cours du siècle dernier nous racontent avec émotion des moments de vie à une époque où les mots village et communauté ne faisaient qu'un. Arrivés par la mer ou natifs de cette terre, ils sont enfants de fiers pionniers. Je suis né à Galix le 1er mars 40, pendant la guerre, justement pendant la guerre. Originaire de la Moyenne-Côte-Nord, Rivière-Chaloupe. J'ai parti de là, j'avais 16 ans. Le village de Rivière-Chaloupe, là, personne, il quittait tout le village. Bien, mon père, il s'en est emmené ici avec ma grand-mère Lévesque, mon grand-père. Il était enfant quand ils sont emmenés ici. Il a grandi ici à Galix. Puis quand maman est arrivée, pour rester sur son frère, bien, il était rendu grand jeunesse, là, il avait une vingtaine d'années. Ils sont connus, puis ils sont mariés. Ils quittaient tous les villages, c'était loin de transport. Le transport était par barge, là, par canot. Maman puis mon père, bien, ils ont déménagé ici à Galix. Ils ont choisi Galix parce que ma sœur demeurait ici. Ma grand-mère maternelle, Marie-Noël, c'était la réplique exacte avec la Sagouine. Elle parlait exactement comme la Sagouine. C'était une femme typique, puis le vrai parler des îles de Madeleine. Moi, je trouvais comique d'entendre parler ma grand-mère, parce que c'était un dialecte vraiment là, spécial, très spécial.
Non, notre père, Germain, est originaire de cette île. Notre mère, dans ce temps-là, elle avait une maison à Galix, elle. Parce qu'elle a travaillé, elle avait une grosse job, elle était opératrice de télégraphe. Puis là, mon père a déménagé à Galix quand ils se sont mordés, dans la maison chez nous. Puis là, le télégraphe a suivi aussi, là. Puis mon père, lui, avec tout le bagage, là, les meubles et tout, là, ils arrivaient en bateau, eux autres, à chaloupe à gasoline, non? Ils arrivaient par les îles de cette île-là, puis ils arrivaient ici. Mon père est arrivé en 63, mai 63, avec ma soeur parce qu'il avait acheté le poste de gaz à M. Gagné. Ma mère, c'est ça, elle a passé pour la première fois, elle a passé sur Borèche en 1950. Non, le pont n'existait pas, là. C'était le barrage de Seine-2. Adolphe était le père de mon grand-père, Pierre. Ensuite, Pierre se trouvait le père de mon père, Roland, pour en venir à moi et Jean-Marie, le deuxième d'une famille de 7. Mon mari était originaire d'ici, puis il a grandi ici, puis il est né ici, puis il a tout le temps vécu ici. Et le monde de Galix, c'était du monde qui était fier et vaillant. Puis on n'avait pas peur de l'ouvrage, puis qu'est-ce qui arrivait, c'est que c'était des bûcheux au commencement, puis des pêcheurs, puis des trappeurs. Il fallait tous les métiers pour bâtir ce village. Des cœurs vaillants et courageux, dont la sage-femme. Autrefois, c'était une sage-femme, là. Il n'y avait pas de chemin là, pour venir à Galix, là. Et dans ce temps-là, c'était par la rivière, venait en canot par la rivière. Puis il ne pouvait pas venir, là, le médecin. Mais il venait juste l'hiver, là, en cométique de chien, là. C'est Madame André Lapierre qui l'a couché. Directement à la maison chez nous, là. Puis elle, c'était une sage-femme qui a accouché, je ne sais pas comment est-ce qu'elle peut accoucher de dizaines et de dizaines d'enfants, là. Oui, normalement, quand il est venu au monde, il est venu au monde au bout de la pointe, dans la maison de mon frère. Puis là, mon mari il a téléphoné à Madame Lapierre. Elle a été honorée par le pape suite aux événements d'avoir mis... je ne peux pas me souvenir le nombre d'enfants qu'elle a mis au monde. Énormément. Elle a mis beaucoup d'enfants au monde. Puis elle a été honorée par le pape pour son dévouement envers les familles. Dans ce temps-là, les temps étaient très, très, très difficiles, là. Avec des docteurs, on n'en avait pas de les coins de rue, là. Même aujourd'hui, là. Mais imaginez-vous, dans ce temps-là, c'était terriblement difficile. Puis elle est venue. Puis après ça, ils ont collé le docteur Smith, le vieux docteur Smith, de Tlaxité. Puis il est venu avec Garde Jourdain. Le premier télégraphiste officiel à Galix, c'était notre grand-père, Alphonse. Bien, moi, je m'étais trompée, je pensais que c'était maman. Ouais. Puis, Maman, c'était à Godbout qu'elle était. Maman était à Godbout, elle était à Tlaxité, elle était à Sept-Îles. C'est ça. Elle était au Saint-Pierre. Ouais. Mon père Roland, qui était fils de Pierre, puis lui, il avait hérité... mon père, c'était un contracteur en forêt. Puis il y avait beaucoup de pêche au saumon. Il y avait 7 pêches au saumon le long de la rivière, dans la rivière Sainte-Marguerite. Ensuite, il faisait ses patates pour l'automne. Il y avait 2 champs de patates. Puis dans les années 45, je crois, 45-46, en tout cas de ces années-là, on a passé un hiver complet, la famille au complet, au pied de la côte des Jambons, à la Brochue, qui appelle présentement, là. On a été transportés là, toute la famille. Les camps avaient été installés auparavant. Il y avait mon oncle Harris Boudreau avec sa femme. Il y avait un nommé Charlie Maher avec sa femme et ses enfants. Il y avait ma tante Blanche avec mon oncle André, ma tante, elle, qui était cuisinière et sage-femme en même temps. Après ça, il y avait Madame Germaine Guillemette avec son mari Philémon, qui restait là aussi puis qui nous enseignait. C'est elle qui nous enseignait dans le camp. Parce que mon père trouvait que c'était beaucoup plus facile
d'aller faire ce chantier-là avec la famille, de réorganiser toute la famille au complet là, que d'être obligé de voyager soir et matin pour avoir les mêmes choses pareilles. Imaginez-vous que ça faisait presque un village au complet au pied de la cour des Jambons. Ah oui, mon mari était veillant. C'est pour ça qu'il est décédé, il était trop veillant. Et puis il a tout fait des jobs durs, là. Il a commencé à faire de la pitoune il y a 11 ans. Pour ça, il a travaillé dans le moulin de Claque-Cité, sur les meules. Sur les meules, à manœuvrer de la pitoune, mettre la pitoune dans des meules. C'était dur, avec un crochet à pulpe, là. C'était dur, ça. Après ça, quand le moulin formait en 67, là, il s'en était à Pont-Cartier, débordeur. On gardait des poules, il y avait des moutons, 2 moutons, puis quelques chevaux, 2 ou 3 chevaux qui servaient toujours à ces chantiers. Ça fait que c'était un gars qui était quand même occupé à l'année, complètement à l'année. Puis il allait voir ses pêches au saumon. Dans les années 40, il prenait à peu près 11 000 livres de saumon par année, qu'il vendait à 5 cents la livre à Québec. Il fallait quand même le transporter dans des boîtes avec de la glace dedans, ces choses-là, puis il apportait ça au bateau pour le bateau le prenait pour le Québec. J'ai travaillé beaucoup avec là-dessus. Parce qu'on plantait, c'était des pêches au saumon à baguette qu'ils appellent, là. Puis on plantait des poteaux à toutes les 12 pieds, on plantait un poteau dans le sable. Puis on avait une genre d'escabeau. Puis là, on plantait, puis on plaçait le poteau, qui était des poteaux de bois où l'écorce avait été enlevée, c'était sec. On plantait ça, aller jusqu'au large. Il y avait une ligne de filets qui allait jusqu'au large. Puis au large, il y avait 2 grands swings. Pour que le saumon, en arrivant dans les filets, il faisait le tour tranquillement de l'arrêt. Puis là, il rentrait dans le swing, puis il restait pris là, puis il y en a qui se prenaient pour tout à grandeur. C'était la méthode de pêche durant ce temps-là. Puis c'est ma soeur Jocelyne puis mon père qui ont arrivé les premiers au poste de gaz, parce que ça prenait quelqu'un pour faire remonter, c'était ma soeur. Puis moi, il dit, je gazais quand j'étais là. Les gens, ils partaient de Sainte-Marguerite, par exemple, si les gens travaillaient sur 3 quarts de travail. Puis les gens voyageaient à pied. Oui, les gens voyageaient à pied, puis en canot. Ils allaient faire le travail à de l'Arcité, puis après ça, ils descendaient en canot chez eux, par la rivière. Puis l'hiver, il y en a qui le faisaient à pied, en riguette ou en ski, en riguette, ces choses-là. Puis il y en a beaucoup qui restaient à Atlantique pour la semaine, mais il y en a qui faisaient ça soir et matin. Papa, là, il a été une secousse, il y avait des camions. Il travaillait de la pulpe, il travaillait chez le chemin de Galix, ça fait les chemins. La route nationale. Après ça, il a travaillé avec l'Arcité aussi. Ils ont enlevé ma pêche au saumon. J'ai été le dernier à signer. Je ne voulais même pas signer mes doigts. Mais c'est comme M. Marquis m'a dit, Timil Marquis, il dit, Jean-Guy, il dit, t'es mieux de prendre des petits montants. Les autres sortent ça, puis toi des autres, puis ils vont t'écraser pareil, puis tu n'auras pas de permis. Et j'ai encore mes angles, puis j'ai encore mes tangons, puis de temps en temps. C'est le plus dur, c'est le 15 de mai. C'est là qu'on commençait. C'était un métier qui était très dur. Parce qu'on commençait le 15 de mai, c'était pas un cadeau. À l'eau, là, un humain. Puis ce temps-là, fallait-tu là les filets. Puis, mais on n'avait pas peur de l'ouvrage, on était habitué de même. Puis les heures comptent pas. Oups, j'ai pas de monde. Je m'en vais dans le bois, j'ai pas de monde. Je peux te dire, ma mère, qu'avec 6 enfants, c'était une très bonne postière. Elle faisait son travail très correctement. On n'avait pas le droit d'aller dans le bureau de poste. C'était défendu. Bon, on se permettait quand même, on se faisait... Moi, j'étais souvent en punition, beaucoup en punition, par rapport à ça. Je ne mêlais pas de mes affaires, autrement dit. Puis, ce qui arrive, c'est que maman, elle avait un travail à faire. Elle était postière, puis elle avait le téléphone, puis 6 enfants à s'occuper. Parce que papa était parti toute la semaine. Puis je peux vous dire qu'elle gagnait son petit salaire qu'elle avait. Lui, il travaillait à Pointe-Noire, sur le charrement des bateaux de balles de papier.
Puis il partait de chez nous le dimanche au soir, la plupart du temps, puis il revenait le vendredi soir, des fois le samedi. Parce que eux autres, il y avait un petit chemin de fer à Clark-City, puis ils partaient de Clark-City en chemin de fer, puis ils descendaient à Pointe-Noire, ça avait 9000 de chemin de fer, si ma mémoire est bonne. Puis là, ils passaient la semaine là. Il y avait un camp là, puis il y avait un cuisinier, puis il y avait les gars qui travaillaient là. Puis là, les fins de semaine, ils s'en venaient chez nous. Ils s'en venaient rencontrer sa gang de Malcommode. Parce que là, il y avait des problèmes à régler là, en fin de semaine. Là. À la minute, j'avais fini de travailler le samedi matin. Là, je partais avec mes chiens, là, puis j'allais coucher ça au barrage. Puis là, on m'en allait faire à l'arrière de Galix, dans les montagnes. Parce que là, le vu, avec le feu, je pouvais me promener partout. Puis là, je cherchais les pointes de bois pour tantôt d'hier, puis tout ça. Puis après ça, des fois, j'ai vu une fois un soir arriver, ils avaient mis le feu dans le camp là-bas. J'ai été voir de coucher à Belle-Étoile avec 2 chiens. C'était pas beau. Quand le lendemain matin, à 4 heures, j'étais orphelin. « 1947. Une route pave le chemin vers la modernité. Bateaux, raquettes et cométiques sont mis au rencard. On n'avait pas beaucoup de monde. C'est un village qui n'avait pas beaucoup de monde. Mais avec la construction du barrage, ça a emmené plusieurs personnes résider à Sainte-Marguerite durant le temps de la construction du barrage. Puis ça nous apprenait aussi à voir beaucoup de choses nouvelles qu'on ne voyait pas. On a un bout de mettre un petit peu de gravel. Puis après ça, on était supposé d'avoir de l'asphalte. Mais avec les élections de ce temps-là, il y avait le député, on ne dira pas son nom. On a perdu notre asphalte. On avait été supposé d'avoir 4 km d'asphalte, mais ils sont trompés de bord. C'était supposé venir au village de Galix, mais ils ont envoyé ça au club de golf de Galix. Quand j'étais petite, on s'éclairait avec des lampes à l'huile, puis des fanales à l'huile aussi, là, c'est des choses. Ils pompaient de l'air dans ça, puis ça faisait... Puis, on avait l'eau à la pompe. On pompait l'eau. L'électrification est arrivée dans les années 50, 1954, mais j'étais au collège à Rimouski dans ce temps-là. Fait que moi, j'ai pas eu j'ai pas vu mais ça a fait du bien dans le village. À Galix, par après, le télégraphe est disparu. On a eu le téléphone à manivelle. Ça, c'était un téléphone qui était accroché après le mur. Elle m'envoyait chercher les gens pour venir répondre au téléphone. Puis dans ce temps-là, c'était dans le sable, c'était dans la gravelle et c'était pas de lumière dans les poteaux. Et j'avais la lourde tâche par rapport à moi d'aller chercher ces gens-là pour venir répondre au téléphone. Les années 50 à peu près, là, je ne sais pas la date, là, on a eu l'électricité puis le téléphone. Le téléphone, là, c'était drôle parce que c'était un son, 2 sons, parce qu'on était 3, 4 sur la même ligne. Comme nous autres, c'était un son, la voisine, c'était 2, un autre, c'était 3. Tu sais, quand c'était nous autres, on répondait, mais quand, chaque fois, chaque personne... Puis ça, ces téléphones-là, c'était relié naturellement avec des lignes qui partaient de Galix, qui allaient à Clark-City, etc., etc., puis c'était relié à des centrales. Mais nous, à Galix, c'était le seul téléphone qu'il y avait dans le village, après le télégraphe, qui était installé dans le bureau de poste. Parce que notre mère avait le bureau de poste aussi. Hey, quand on n'avait pas d'électricité, j'avais une laveuse, tu sais, avec un bras, là. Je lavais le linge avec ça. Puis on faisait chauffer de l'eau sur un poêle à bois, là, avec un boiler qui appelle. Je sais pas, un boiler, ça se dit en anglais, mais je sais pas comment on dit ça en français. Ben alors, on faisait chauffer l'eau, là, sur le poêle avec un boiler. Puis là, bon, on mettait ça dans ma laveuse. Ma laveuse, je me rappelle toujours. Ma laveuse, là, avait le milieu en tôle, en fer, je sais pas. Mais le tour, là, c'était comme... Il était en bois. Et mot à dit, la première télévision,
Ça prenait une télévision, mais ça prenait un paquet de pelleteux en tour, par exemple. Parce que ça prenait un mot, il a dit paquet de pelleteux en tour, parce que, hey, je m'en souviens, on écoutait une partie de hockey. Là. On avait été une soirée chez Félix Arsenault, à côté de chez nous, écouter une partie de hockey. Allons. Et qu'on avait vu une belle partie de hockey ce soir-là. On avait vu la rondelle 2 fois. On avait vu des petits bonhommes passer, mais là, ça prenait. Quand je parle d'un paquet de pelleteux, là, c'est parce qu'il y avait tellement de neige dans cette maudite de télévision-là que tu voyais rien, tu sais. C'était la lutte du soir. Après ça, le hockey. Tant qu'on pouvait le prendre, donc on pouvait le voir. Parce que des fois, c'était plus choquant de regarder le hockey que d'autres choses. Parce qu'on pognait 5 minutes dans la première, 2 minutes dans la troisième, puis tout, c'est ce que tu pouvais pogner. La télévision avait été claire cette soirée-là. Il y avait à peu près comme ça d'épais de laine. De laine d'acier accrochée après l'antenne, puis 50 000 patentes, pour réussir à voir un petit bonhomme passer, un nombre de bonhommes passer à la télévision. C'est pas tout le monde qui avait la télévision, là. Et c'était pas tout le monde qui avait la télévision, là. Puis là, il fallait aller dehors pour ajuster la lanterne. Castor, gibier et morue garnissent la table, alors que poupée, bière et tissu débarquent à bon port. On mangeait de la bonne morue fraîche, madame. Puis des grosses morues, là. Puis dans ce temps-là, là, ça coûtait à peu près 25 cents pour une grosse morue. On va dire pas... tu sais, les pêcheurs arrivaient au plein, là. Ils arrivaient au plein, on va dire, là. Puis là, voilà, puis avec 25 cents, pour on achetait une morue là, pour emmener à la maison, puis on les tripait, puis on faisait cuire, là. On faisait rôtir dans une poêle en fer encore. C'était bon. Puis là, à cette heure-là, le manger, on utilisait presque tout de l'huile, là. À ce temps-là, c'était de la graisse, madame. On faisait rôtir la morue dans la graisse, puis la morue était jaune. Jaune dorée, croustillante, là. C'était bon. C'est vrai. La première génératrice qu'il y avait à Galick pour faire l'électricité, c'était mon père qui l'avait, mais c'était un Dalco, on appelait ça nous autres dans ce temps-là. C'était une génératrice en réalité. C'était une grosse génératrice. Puis avec le petit magasin, il y avait des frigidaires quand même pour garder les affaires, puis toutes ces affaires-là. Fait qu'il était obligé d'avoir l'électricité 24 sur 24 pour faire geler ses aliments, ces choses. J'ai déjà mangé du castor, mais quand j'étais à la moyenne Côte-Nord, mon père était un chasseur. Chasseur, il chassait le castor, le lynx, qu'il appelle le loup-cervier, il chassait le lièvre, puis le castor, là, il conservait la peau, il mettait ça sur un cadre, il faisait sécher la peau, puis quand c'était sèche, il vendait ça à un monsieur qui achetait la fourrure. Bien, tu laves le poisson, tu le nettoies, tu le coupes en morceaux. Tu le mets dans le genre avec des oignons, un oignon puis du sel et du poivre. Tu fermes ça, puis tu fais bouillir 3 heures de temps. Il sort de là, il est cuit. C'est des bonnes sauces ou des boulettes. Ça au routier, elle mettait ça au feu à 7 heures le matin, là. C'était prêt pour dîner à 11h30 midi. C'était des rôtis jaunes, là, des beaux rôtis. Les jaunes, les patates étaient jaunes, les navets étaient merveilleux. C'était super. J'ai encore le goût. J'ai encore les bons goûts. C'était le lièvre, la padrie, les gibiers chez la mer, puis la pêche. Quand on voulait avoir une morue, il y en avait là, ce temps-là, du poisson. Des vignoux, c'était des endroits là, qu'on faisait sécher le poisson. Il y avait de la morue salée, on pouvait faire de la morue salée, on pouvait faire sécher du caplan aussi. Tandis que l'autre, tu mets plus de sel, puis tu la fais chasser au soleil, la morue salée. Tandis que la morue verte, c'est juste, mettons, comme dans un sel. Tant qu'on allait magasiner, moi et ma soeur Cécile,
C'est nous autres qui l'a magasiné tant que ma mère elle travaillait beaucoup. Elle travaillait pour les chantiers, elle travaillait beaucoup, ces choses-là. Ça fait qu'on allait magasiner chez M. Alphonse Chouinard du temps. Puis durant la guerre, on avait des coupons de survivance, qui appelait. Puis on avait le droit, avec ces coupons-là, au sucre, la farine, puis le sirop. Il y a des choses qu'on avait le droit parce que c'était... durant la guerre, c'était coupé à certains endroits. Puis avec ces coupons-là, on pouvait avoir telle ou telle chose. Les bateaux qui transportaient la nourriture sur la Côte-Nord. Parce qu'on n'avait pas tout au complet ici. Les légumes, on pouvait en avoir local, mais très peu. Fait que toutes les nourritures, ensuite de ça, comme les fruits, même la bière durant les fêtes, t'amenais tout par bateau, en baril, enveloppé bouteille par bouteille dans des barils. Le magasinage était pas cher, là, tu sais. Avec 50 pièces, tu pouvais faire une grosse épicerie. Avec 50 pièces. La mission des prêtres n'est pas de tout repos et l'école bénéficie d'enseignantes remarquables. Je suis allé à l'école chez Mme Guillemette, l'ancienne école du village. Puis, durant ces années-là, il y avait 7 classes, de la première à la 7e année. Ça fait qu'imaginez-vous que les élèves, on n'était pas tellement d'élèves, peut-être une trentaine d'élèves, peut-être 20 élèves, peut-être. Mais durant le temps, c'était très spécial parce que le matin, assez souvent, des fois, ça arrivait qu'on était obligé d'aller chauffer, placer le bois, parce qu'il fallait tout le temps qu'il y ait de la chaleur, ces choses-là. Puis il y avait le bois à charroyer. Puis on avait des latrines. Il y avait un passage qui nous emmenait à l'autre bout, là. Puis il y avait 2 latrines, c'est-à-dire dentaires, là. Plus tard, ils ont décidé que les classes allaient être moins multiples. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Marie, ils ont divisé la maison de Mme Germaine en 2. Oui. Ils ont mis un mur entre les deux. Alors, tu avais de la première à la 4e ou 5e année. Puis après ça, tu avais jusqu'à la 7e année dans l'autre classe. Première, 2e, 3e, je pense ensemble. Après ça, 4, 5 et 6 dans notre classe, en tout cas. Il faisait jusqu'à la 9e année ici. Tu avais Mme Germaine qui faisait l'école dans une, puis Mme Pierrette Caron-Mételine qui faisait l'école dans l'autre. C'est ça. Moi, ils m'ont fait l'école, les deux m'ont fait l'école. Elle était maîtresse d'école, Mme Caron, là, c'était une maîtresse d'école hors pair, avec une patience hors pair. Puis elle était douce, puis elle était bonne. La première école, là, elle était au bout là-bas. Puis moi, j'allais à l'école là. Puis c'était Mme Caron, là, Pierrette McLean, qui nous faisait l'école. Puis des fois, des années, c'était Mme Germaine. Mme Germaine. Germaine Guillemette, c'était une autre maîtresse. Jusqu'à la première année, aller jusqu'à la 5e année, je crois, 4e. Parce qu'après ça, ils ont divisé l'école en 2. Puis un côté, c'est Germaine pour les 1, 2, 3, 4. L'autre côté, c'était Pierrette, 5, 6, 7. Et plus vieux. Mais il y en avait des petits comiques dans la gang. Il y avait des petits comiques dans la gang, eux, ils n'aimaient pas trop l'école. Je ne les nommerai pas, là. Ils vont se reconnaître quand ils vont voir la vidéo. 2, entre autres. Même, il y en a un qui est décédé dans... Il y en avait 3, il y en a un qui est décédé dans ces 3-là. Eux autres, ils passaient dans les nous autres, puis ils allaient mettre de la neige dans le poêle pour ralentir le feu un petit peu. Fait que là, ben, des fois, on était une partie de l'avant-midi qu'on n'avait pas d'école. Fait que là, eux autres, ils venaient de sauver quasiment une demi-journée d'école, là. Moi, quand on a fini au primaire, 7e année dans ce temps-là, on nous envoyait au couvent. On avait le choix, comme moi, j'avais le choix d'aller soit à Saint-Anne-des-Monts ou à Havre-Saint-Pierre. Mais moi, c'était un peu plus pour me remettre sur pied, sur sa bonne traque. J'étais comme détraquée un peu. Après ça, il fallait que tu t'en ailles dans les Halles. Moi, je m'en étais à Saint-Anne-des-Monts avec les sœurs de Saint-Paul de Sept-Îles, Saint-Paul de Charles de Sept-Îles. C'était à Saint-Anne-des-Monts. On était 3-4 filles d'ici en même temps. Puis après ça, ma soeur, quand elle est amenée en 8e année, elle s'en a été hors Saint-Pierre. Moi, je trouve ça difficile émotionnellement parce que droit à aucune sortie.
Si tu ne connaissais pas des gens du village, moi, j'ai été à Saint-Pierre, je peux vous dire que les fins de semaine étaient très longues parce qu'on n'était pas beaucoup de pensionnaires qui demeuraient là les fins de semaine. Il y en a qui avaient la chance d'aller dans leur famille, bien, ils pouvaient y aller. Comme Rivière-au-Tonnerre, Longue-Pointe, c'est proche. Mais nous, là, comme moi, que je venais de Sept-Îles, c'est le bateau. Tu prenais le bateau, le Jean-Briand dans ce temps-là, je m'en souviendrai comme c'était. Jean Branlant. Jean Branlant plus que Jean Briand. Puis l'hiver, c'est des vieilles avions, là, assis des sièges de côté, là. Des DC-3. Des DC-3. Puis moi, si j'aurais pas connu des gens, maman connaissait des Landry, j'aurais jamais sorti parce qu'on arrivait là au mois de septembre, on sortait à Noël. On entrait tout de suite après Noël, puis on sortait au mois de juin. Ces 2 années, j'ai trouvé très difficiles, qui m'ont marqué pour ma vie. J'ai tellement pleuré la 2e année, quand mon père, il m'a préparé pour m'envoyer une 3e année au Havre-Saint-Pierre. J'ai dit, papa, je t'en supplie, envoie-moi ailleurs, je vais faire tout, je ne veux plus aller au couvent. Il a dit, OK, une condition. La moindre chose que tu fais de travail, on te place. C'est le père Robitaille dans le temps, là. Il a été longtemps, le père Robitaille. Moi, il a fait de mon enfance. Puis après ça, dans les années 13-14 ans, ça a été le père Robert. Nous autres, on était comme une desserte. On était desservis par une autre paroisse. Pour nous, dans ce temps-là, c'était Claxté. On portait vraiment le nom de Claxté. On était une desserte de Claxté. Puis que le curé partait de Claxté, il venait dire la messe à Galix. Dans ce temps-là, c'était pratiquement tout en latin. Et quand ça venait, là, des fois, là, on était obligé de donner des phrases en latin. On ne les donnait pas. C'était à peu près ça qui sortait, là, tu sais. Au tout début, lorsque les curés ont commencé à venir à Galix, ils venaient en bateau. Puis je peux vous dire qu'il y a des journées que c'était pas beau, là. Les dimanches qui venaient, là, mais le curé s'était marqué « Tu y vas, beau, pas beau, faut t'aille dire la messe. » Puis l'hiver, c'était en cométique de chien. Puis après ça, par après, bien là, quand il y a eu la route, bien là, ça a été le père Robert avec son fameux Jeep, son Jeep qui marchait à médaille, là. On avait, nous autres, par le fait qu'on était 6, là, on avait toute une rangée de bancs complets. Dans le milieu, si ma mémoire est bonne, là, ça, c'était notre banc à nous autres. Ça, les bancs étaient numérotés. Ça, c'est une banc à nous autres. Chez les Belles avaient 2 bancs, les Béliens avaient 2 bancs. Il y avait tous les bancs, là. Les maîtresses d'école, dans ce temps-là, étaient très, très impliquées du côté église. Ils aidaient beaucoup aussi à la préparation des sacrements. Pas beaucoup les baptêmes, parce que les baptêmes, le bébé est mort, puis le lendemain, le bébé était baptisé. Je parle quand ils faisaient les sacrements de la petite communion. Il y avait ça, la petite communion dans ce temps-là. Ils n'appelaient pas ça sacrement d'Eucharistie comme aujourd'hui. La petite communion, puis la confession, puis la communion solennelle, ça, c'était, c'était top shape, là, la confession. La communion solennelle, là, c'était un grade très supérieur. Puis c'est les maîtresses d'école qui s'impliquaient beaucoup dans ce temps-là. C'est eux qui nous préparaient à l'école. Je m'en souviens, quand on a fait notre première communion, nous autres, c'était le blazer bleu marin, les culottes grises, puis avec le petit brassard dans le bras. Puis les filles, eux autres, c'était des petites robes avec le voile blanc, puis c'était vraiment cérémonie. Ouais. C'était comme une mariée en mini. Même cérémonie, là, une petite robe longue, là, plus c'était vraiment là, top shape. C'était vraiment beau. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.